Exercice 37 que je vous propose ici est un exercice que je trouve assez difficile, puisqu'il va relier quelque part plusieurs chapitres du cours. Le chapitre sur les fonctions, le chapitre sur les séries, le chapitre sur les suites, probablement le chapitre d'intégration, parce que quand on voit f' sur f, on n'a quand même qu'une envie, c'est d'intégrer, hein. Donc tout ça mélangé fait que ça va être un exercice qui va être conceptuellement assez difficile. Alors face à un exercice comme ça, il faut prendre tous les signaux positifs, hein. Donc déjà se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. Ce qu'on doit démontrer, c'est que la série de termes général f de n converge. Moi, quand j'étudie une série, la première chose que je regarde, c'est si je contrôle le signe de son terme général. Et ici, on le contrôle, puisqu'on nous dit que f de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc déjà, premier message positif, on a une série à terme positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on va avoir toute la batterie des théorèmes sur les séries à terme positif. Le critère d'équivalence, le critère de comparaison, tous les critères, et aussi le fait que la suite des sommes partielles étant croissante, la série sera convergente si et seulement si elle est majorée. Donc on a toute une batterie comme ça de théorèmes qui sont applicables. Il faut juste voir si on est en situation de les appliquer. Donc là, après analyse du problème, on se dit c'est quand même pas un problème qui est si pourri que ça, au moins on a des outils. Et comme on a pléthore d'outils, la difficulté, ça va être de choisir correctement ceux qui vont nous intéresser. Et ça, c'est l'analyse de l'hypothèse qui va le faire. L'hypothèse que l'on a, c'est le fait que le rapport f' sur f tende vers une limite qui est strictement négative. Vous avez noté, c'est pas négatif ou nul, hein, c'est strictement négatif. Moi, je fais un dessin tout de suite, parce que m'est avis que notre histoire, c'est une histoire de confinement. Le thème de l'année 2020. Je sais pas quel sujet de TIPE ils vont sortir l'année prochaine, mais à mon avis, ça aura un lien. Bon, alors bref, on a que cette fonction-là, ça tend vers une limite L qui est strictement négative. Voilà. Et j'ai ici un renseignement asymptotique. Donc moi, mon renseignement asymptotique, évidemment, je vais essayer de le visualiser, hein, voir, c'est souvent démontré. Donc asymptotiquement, le rapport qui est là, il va se confiner autour de L. Alors vu que j'ai une limite qui est strictement négative, probablement que la règle, c'est de se dire, bah, le truc, c'est qu'il faut que ça reste strictement négatif. Donc on va faire ce qu'on fait habituellement, on a vu plein de démonstrations dans ce style-là, c'est-à-dire on va se dégager un petit epsilon ici, de manière à être sûr de rester strictement négatif asymptotiquement. Donc là, on voit clairement que la bonne valeur de epsilon à prendre, c'est la valeur absolue de l'opposé de ce terme, c'est-à-dire ça serait moins L sur 2, qui est bien un nombre strictement positif, puisque L est strictement négatif. Donc là, je me cale cette valeur-là, et je dis qu'asymptotiquement, le graphe de ma fonction, il va être situé dans ce tube. Donc ça veut dire que je peux trouver un rang, un réel, à partir duquel je suis certain que le graphe de f' sur f va être situé dans cette partie-là. Voilà ce qu'on peut en déduire. Alors tout ça, on va le mettre noir sur blanc. Je vais donc dire que pour ce choix de epsilon, qui est bien un nombre strictement positif, je peux trouver un nombre réel, lui aussi strictement positif, x0, tel que si x dépasse au sens large x0, alors eh bien, le terme f' de x sur f de x sera inférieur ou égal au nombre qui est ici. Le nombre qui est ici, ben, j'ai pris la moitié, c'est donc L sur 2. Alors maintenant que j'ai une inégalité, je peux envisager des tas de choses. Comme le but c'est de récupérer des informations sur f et que là j'ai f' sur f, moi la seule idée que j'ai c'est d'intégrer cette inégalité. Il faut que je l'intègre à partir du moment où je puisse l'intégrer. Donc je vais me fixer un entier n0 qui est supérieur ou égal à x0, donc où n0 est un entier. Alors, je peux prendre le premier entier pour lequel j'ai cette propriété. Le premier entier n0 pour lequel on a cette propriété, c'est simplement la partie entière de x0 plus 1, hein, si ça vous intéresse de le nommer. Donc je prends le premier entier qui est après x0, et après je vais regarder ce qui se passe pour des entiers qui sont plus grands que n0. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces entiers plus grands que n0? Eh bien, je vais intégrer cette inégalité-là entre n et n0, pour être sûr d'avoir des bornes entières. Donc j'intègre cette inégalité-là entre n et n0, ce qui est bien possible puisqu'on peut intégrer les inégalités en conservant l'ordre
si on fait bien attention au fait que les bornes doivent être dans le sens croisé bien assuré. Et là, je vais récupérer ceci. Donc là, j'ai intégré, parce que ça, je sais que c'est une primitive directe, ça s'intègre en ln de valeur absolue de f, mais ici f est à valeur strictement positive, donc ça va s'intégrer en ln de f de t entre n0 et n. Et là, comme j'intègre une fonction constante sur un intervalle donné, la valeur de cette intégrale, c'est juste la constante multipliée par la longueur de l'intervalle d'intégration. Je continue ici, je récupère donc que ln de f de n moins ln de f de n0 est donc majoré par L sur 2n moins L sur 2n0. Je vais isoler le terme f de n, puisque moi c'est le terme que je veux contrôler. Donc je l'isole. Alors c'est ln de f de n, pas ln de f de f0, justement, que j'isole. Donc j'isole le terme ln de f de n. Alors c'est dur à dire ça. ln de f de n. Dites-le 10 fois, vous allez voir. Vous allez vous marrer. Donc on va récupérer ln de f de n0 moins L sur 2 n0. Ce terme-là ne dépend pas de n. Hein. Ne dépendant pas de n, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler grand A. On va le simplifier un peu. On passe à l'exponentielle pour pouvoir récupérer f. En appliquant l'exponentielle à cette inégalité, je récupère une inégalité de même sens, puisque l'exponentielle est croissante. Donc je vais récupérer que f de n est inférieur ou égal à exponentielle de L sur 2n multiplié par exponentielle de grand A, puisque l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Et là, regardez, ce qu'on récupère, c'est fichtrement intéressant, puisqu'on récupère que pour tout n supérieur ou égal à n0, le terme général f de n, il est dominé par ce terme-là. Alors on pourrait se dire, mais ce terme-là, c'est une exponentielle. Ah oui, mais une exponentielle avec un terme négatif ici, en facteur. Ce qui veut donc dire que si je multiplie par exemple ce terme-là par, allez, tenez n carré. Là, je vais récupérer n carré exponentielle de L sur 2 n exponentielle de grand A. Mais ce terme-là, par croissance comparée, vu que ça, c'est par exemple, ça pourrait être moins 2, moins 3, un nombre strictement négatif. Par croissance comparée, ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc, moralité, n carré f de n par encadrement va tendre vers 0. On va être en mesure d'utiliser le critère du n alpha. Donc ici, on va bien dire que par croissance comparée, d'une part, pour récupérer la limite de cette suite, donc par croissance comparée, je peux dire que n carré exponentielle de n sur 2 n exponentielle de grand A, ça tend vers 0 lorsque n tend vers 0. Étant donné que là, j'ai encadré ce terme-là par deux suites qui tendent vers 0, je peux dire que par théorème d'encadrement, cette fois-ci, on va récupérer que n carré fois f de n est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Règle du n alpha, avec alpha évidemment qui est ici strictement plus grand que 1, puisqu'il est égal à 2, on récupère donc que la série de termes générales f de n est convergente. Et c'est gagné. Alors, on a terminé l'exercice, mais néanmoins, je me dis j'aurais peut-être pu conclure plus rapidement et plus simplement. À partir de ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure idée possible de prendre un n plus grand que n0 et d'intégrer entre n0 et n. Moi, je vais revenir à cet endroit-là. Je vais revenir à cet endroit-là et je vais reprendre l'exercice. Vous allez voir, on peut conclure plus rapidement. Plutôt que d'intégrer entre n0 et n, je vais intégrer entre n et n plus 1. Vu la nature de l'intégrale que j'ai récupérée, ça m'a donné des idées. Effectivement, si j'intègre entre n et n plus 1, f' de t sur f de t dt. Là, je vais récupérer exactement L sur 2, puisque quand vous intégrez une constante sur un intervalle de longueur 1, vous récupérez la valeur de cette constante. Ici, j'ai intégré entre n et n plus 1, puisque ce que je vais récupérer, c'est ln de f de n plus 1, moins ln de f de n, qui est majoré par L sur 2. Et on sait que la différence des logs, c'est le log du quotient. Donc je vais récupérer que le log de f de n plus 1 sur f de n est inférieur ou égal à L sur 2. Et donc que f de n plus 1 sur f de n
est inférieur ou égal à exponentielle de L sur 2. Mais comme L est un nombre strictement négatif, le nombre qui est là, c'est un nombre qui est indépendant de n et qui est strictement plus petit que 1. Vous voyez que vous êtes directement dans le cadre d'application du critère de comparaison par une série géométrique. C'est le critère de comparaison géométrique. On avait dit que quand un est une suite à valeur strictement positive et que le rapport un plus 1 sur un était majoré par un nombre indépendant de n et strictement plus petit que 1, alors par comparaison géométrique, la série de termes général f de n convergeait. Donc là, on voit en fait que tout fonctionne. Soit je peux faire une comparaison à une série de Riemann en utilisant le critère du n alpha, soit je peux faire une comparaison géométrique en étudiant le rapport f de n plus 1 sur f de n. Donc on a démontré cet exercice-là avec une même idée qui est d'intégrer, mais deux chutes différentes, puisque deux moyens de comparaison différents. L'exercice qu'on va aborder ici est un exercice qui est très difficile, puisqu'il comporte 3 questions, et chacune de ces questions est en fait un oral de l'X. J'ai juste regroupé 3 oraux de l'X en un seul oral pour pouvoir finalement étudier plusieurs implications entre justement des propriétés qui se ressemblent. Donc on va traiter les questions séparément. On va commencer par la question 1 qui est clairement la question la plus difficile je pense de l'exercice. Bon, en tout cas il y a une idée difficile à avoir, mais je veux déjà poser l'intérêt d'un tel exercice. L'une des familles de séries les plus importantes dans votre cours, vous avez bien noté que c'est les séries de Riemann, puisque c'est nos séries de comparaison par excellence, au même titre que les séries géométriques. Et on avait vu que les séries de Riemann étaient convergentes dès lors que la puissance de n au dénominateur est strictement plus grande que 1. Donc dès lors, on pourrait dire, mais en fait, si on fait un graphique où on indique quelque part les suites qui tendent le plus rapidement possible vers 0, on va dire, bon ben voilà, celle-là, pour cette suite-là, j'aurai une série divergente, et dès que l'exposant se décale un petit peu, j'obtiendrai des séries qui sont convergentes. Et quelque part, elle est d'autant plus convergente que la puissance est grande, puisque le terme général va d'autant plus rapidement tendre vers 0. Donc la question qui est posée par cet exercice, c'est est-ce que si je me décale un tout petit peu, c'est-à-dire si j'ai une suite qui est négligeable devant celle-là, est-ce que j'ai une série qui est convergente? Donc ça, c'est la question qui est posée par la question 2. Et la question réciproque, c'est si j'ai une série convergente, est-ce qu'on est bien négligeable devant 1 sur n ou est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Donc en fait, l'idée de cet exercice, la réponse à la question 1, ça va être de dire qu'on ne peut absolument pas voir la convergence des séries avec un graphique comme ça. Que ce graphique-là n'a strictement aucun sens, puisqu'il va falloir, pour pouvoir le considérer, avoir une comparaison globale pour tout n des termes généraux. Et justement, les idées qu'on va utiliser pour construire des exemples et des contre-exemples, c'est de passer là, puis de passer là pour des valeurs de n, puis de passer là pour d'autres valeurs de n, puis de repasser là pour des valeurs de n, c'est-à-dire de construire des suites qui, selon les valeurs de n, vont prendre des valeurs qui sont relativement grandes ou très petites. Donc l'idée, ça va être de dire, ce graphique-là, on ne peut pas le considérer, on ne peut pas voir la nature des séries aussi naïvement. Bon. Alors passons à la question numéro 1, où il est question de supposer qu'une série est convergente, et de savoir s'il est vrai que le terme général est négligeable devant 1 sur n. Alors, petit rappel quand même, an est négligeable devant 1 sur n. Je vous rappelle que an divisé par 1 sur n converge vers 0, ça signifie donc que n à n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors, pour montrer que cette question-là, la réponse est négative, je vais construire une série à termes positifs qui convergent, et telle que la suite n à n ne converge pas vers 0. Et pour ça, vous allez voir comment je vais procéder. Je vais simplement dire, je vais prendre une série de Riemann convergente, déjà pour commencer. Donc je prends une série de Riemann convergente, donc je vais prendre par exemple la série des 1 sur n carré, et je vais définir cette série-là, je vais dire ça si n est supérieur ou égal à 1. Là j'obtiens donc une série de Riemann convergente. Mais je ne vais pas la définir comme ça pour tous les entiers naturels supérieurs ou égal à 1, je vais la définir comme ça pour tous les entiers naturels qui n'appartiennent pas au carré parfait. C'est-à-dire pour tous les entiers naturels qui n'appartiennent pas à l'ensemble des carrés où K est un entier naturel non nul.
Ce qui veut donc dire que pour l'instant, ma suite, je définis le terme général A2 par 1 sur 2 carré, A3 par 1 sur 3 carré, A4, je ne vais pas le définir comme ça, A5 par 1 sur 5 au carré, etc. Et maintenant, il faut que je le définisse pour des valeurs de n supérieures ou égales à 1, où n est un carré parfait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand l'indice de la suite est un carré et le carré d'un entier naturel non nul? Et bien dans ce cas-là, je vais dire que la valeur que je prends, c'est 1 sur n. Voilà comment est définie ma suite. Alors, si vous n'avez pas bien compris comment cette suite est définie, je vais vous donner les termes à la queue leu. Je vais regarder déjà qui est A1. A1 ici correspond à un indice qui est un carré parfait. Oh, attendez, j'ai mis 2 n'appartient pas, crétin. Ici, c'est évidemment appartient. Hein. J'ai dit appartient à et j'écris n'appartient pas à. Bon, bref. Donc ici, c'est évidemment le symbole appartient. Donc je vais dire 1 ici est un carré parfait, puisque 1 est égal à 1 au carré. Donc c'est cette définition qui s'applique. Donc A1 sera 1 sur 1. A2, 2 n'est pas le carré d'un entier, hein, c'est racine de 2 au carré, et racine de 2 c'est pas un entier. Donc dans ce cas-là, c'est cette définition qui s'applique. Dans ce cas-là, A2, ça sera 1 sur 2 au carré. Puis A3 sera 1 sur 3 au carré pour les mêmes raisons, puisque 3 n'est pas un carré parfait. A4, A4 est un carré parfait, c'est 2 au carré. Donc dans ce cas-là, je vais garder le 1 quart. J'applique la définition qui est ici, avec appartient là. Et on continue comme ça. A5, ça sera donc 1 sur 5. A6, ce sera 1 sur 6. Et vous avez compris que le premier terme qu'on va récupérer ensuite, qui va être un carré parfait, eh bien c'est le carré de 3. Ça va donc être A9. Donc là, j'ai dit que c'était des carrés parfaits, donc il faut que je prenne les carrés. Hop. Et A9 qui va être égal à 1 sur 9, puisque dans le cadre où je suis un carré parfait, eh bien je prends la valeur 1 sur n. Eh bien je vais vous montrer que la série de termes générales AN est une série convergente. Et pourtant, si je prends la sous-suite des n carré à n carré, j'obtiens que cette sous-suite-là, son terme général, c'est n carré fois 1 sur n carré, qui est égal à 1, donc qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, qui est différent de 0. Donc je peux déjà attester que, vu la nature de la suite que j'ai prise ici, on n'aura pas cette propriété-là, puisque je viens de trouver déjà une sous-suite qui converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini, donc la suite n à n n'a strictement aucune chance de tendre vers 0. Donc déjà, la suite que je construis ici, c'est sûr et certain qu'elle n'est pas négligeable devant 1 sur n. Pourtant, j'affirme que la série est convergente. Alors, pour montrer que la série est convergente, je vais choisir le biais suivant. Je vais étudier la suite des sommes partielles. Comme c'est une série à terme positif, la suite des sommes partielles est une suite qui est croissante. La série sera donc convergente si et seulement si cette suite est majorée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais majorer la somme pour k variant entre 1 et n d'AK. Et je vais majorer cette somme par quoi? Je m'aperçois que les termes, c'est forcément des inverses d'entiers au carré. Toujours des inverses d'entiers au carré. Même dans le cadre qui est ici, quand je prends l'inverse d'un entier, puisque je ne prends l'inverse d'un entier que si celui-ci est écrit au carré. Donc ce qui veut donc dire que dans la suite des sommes partielles, je vais récupérer des sommes d'inverses de carré, dont chacun des termes peut apparaître a priori, soit 0 fois, soit 1 fois, soit 2 fois. Ce qui veut donc dire que la suite de ces sommes partielles, eh bien je peux la majorer violemment, mais la majoration est d'une violence inouïe, par la somme pour k variant de 1 à plus l'infini des 1 sur k carré, qui est la somme d'une série de Riemann convergente, multipliée par 2. Puisque les termes, je vais les récupérer soit 1 fois, soit 0 fois, soit 2 fois. Effectivement, les seuls termes que je vais récupérer 2 fois, c'est quand le terme ici est le carré d'un entier. Celui-là, je vais bien effectivement le récupérer 2 fois. Les autres termes, on ne les récupérera a priori qu'une fois, ou éventuellement 0 fois. Par exemple, le terme 1 tiers, 1 sur 3 au carré, je vais le récupérer 2 fois, et le terme 1 sur 9 au carré, je vais le récupérer 1 fois. Donc on aura bien une majoration en prenant tous les termes, toutes les inverses de carré multipliées par 2. Donc la suite de ces sommes partielles, elle est croissante, elle est majorée par ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est un nombre qui ne dépend pas de n. Moralité, la suite des sommes partielles étant croissante et majorée, la série de termes générales AN est convergente. Donc pourquoi ce graphique-là, on comprend qu'il n'a aucun sens? Parce que comment j'ai construit ma suite? J'ai construit ma suite en allant piocher dans des termes qui convergent,
Et pour des indices qui sont sur des indices très très grands, enfin qui deviennent de plus en plus grands, je suis allé choper des termes de ce type-là. Donc en mélangeant des termes d'une série convergente et quelques termes d'une série convergente, une infinité, mais à des indices tels que la série va quand même converger, on arrive à construire un contre-exemple à cette implication. Donc attention, ce graphique-là, il n'est valable que si les termes sont comparables globalement, c'est-à-dire si on a une inégalité pour tout terme, mais évidemment ce qui est très intéressant, c'est de jouer justement avec les différents termes qu'on va prendre, soit on pioche dans le terme général d'une série convergente, soit on pioche dans le terme général d'une série divergente, mais on s'attache justement à prendre des indices ponctuels de manière à la faire converger quand même. C'est assez rigolo, vous avez vu, hein. Bel exercice qui s'annonce, hein. La question d'après, il est question de supposer que AN est cette fois-ci négligeable devant un sur N, et de savoir si la série de termes général AN est nécessairement convergente. Alors la réponse aux questions, je vais aller l'épuiser parmi tous les exemples qu'on a pu traiter en cours, notamment des exemples hors programme, mais si j'ai traité des exemples hors programme, vous savez bien qu'il y a une raison, hein. C'est parce qu'ils sont le fruit d'énormément d'exercices, et que sans avoir traité des exercices de ce type-là, on s'en sort pas. Alors, déjà, quand on a un terme qui est négligeable devant un sur n, converger, c'est possible. Et j'ai envie de me dire, c'est presque le lot commun, puisque si vous prenez n'importe quelle série de Riemann dont l'exposant est strictement plus grand que 1, je prends par exemple 1 sur n carré, 1 sur n carré fait partie évidemment des termes généraux qui sont négligeables devant 1 sur n. Puisque si vous calculez le quotient entre les deux, alors en général on met plutôt une égalité, je vous ai dit appartient, ça c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais bon, en général on indique plutôt une égalité, donc 1 sur n carré est négligeable devant 1 sur n, et la série de termes général 1 sur n carré, elle converge. Donc on a déjà un exemple pour lequel on a une convergence notoire, je pioche dans mes séries de Riemann, et quand on pioche dans les séries de Riemann, on en trouve des exemples. Plein. 1 sur n cube, 1 sur n4, 1 sur n puissance 3,5. Dès que l'exposant est strictement plus grand que 1, ça fonctionne. Donc là, on a déjà une série convergente qui vérifie ce critère-là. Mais rappelez-vous, dans le cours, on a vu aussi des exemples de séries divergentes. En décalant un tout petit peu le n d'un terme pas trop violent, alors pas une puissance de n, puisqu'on retombe dans le lot des séries de Riemann. Mais il n'y a pas que Riemann, il y a aussi Bertrand. Si vous prenez cette série de Bertrand, donc j'ai juste décalé d'un logarithme quelque part le terme général de ma série, j'obtiens un terme général qui est évidemment négligeable devant 1 sur n, puisque le rapport c'est 1 sur ln de n qui tend vers 0 à l'infini. Et pourtant, rappelez-vous, la série de Bertrand, quand l'exposant de n est égal à 1 et l'exposant du log est inférieur ou égal à 1, est une série qui est divergente. Donc, être négligeable devant 1 sur n ne donne strictement aucun résultat. C'est la mauvaise précision absolue, puisque pour cette précision-là, on a des séries qui sont convergentes et on a des séries qui sont divergentes. Donc la moralité de l'exercice, c'est un exercice intéressant pour nous, c'est pour dire que avoir cette précision-là, même pour des séries à termes positifs, n'a strictement aucun intérêt. Il faudra forcément une précision qui est un petit peu meilleure pour pouvoir déterminer la nature de notre série. La dernière question permet de montrer que le résultat ci-dessus est tout de même favorable lorsqu'on a une hypothèse supplémentaire sur le terme général, c'est-à-dire si si la suite AN décroît et que la série est convergente, alors on aura bien cette relation-là, hein. Donc il s'agit d'une réciproque partielle à la première question, sous réserve d'avoir la décroissance de cette série à terme positif, alors la convergence donnera le fait que AN est négligeable devant 1 sur n. Donc ça paraît assez naturel par rapport au graphique que j'ai fait tout à l'heure, vous vous rappelez, puisque je vous ai dit que ce graphique-là n'avait pas de sens si on n'avait pas une comparaison globale. Ici, la décroissance va peut-être apporter cette fameuse uniformité de comparaison que j'attends. Bon, néanmoins, l'exercice est sévère, hein, il est difficile, hein. Alors, pour démontrer que ceci est négligeable devant 1 sur n, ce qu'on doit démontrer, donc on va formaliser ce qu'on doit démontrer proprement. Donc, ce qu'on doit démontrer, c'est montrons que la suite n à n est une suite qui converge vers 0. Voilà ce qu'on doit démontrer. Alors, pour ça, je vais utiliser ce que je vais appeler une tranche de Cauchy. Alors, je m'explique.
la suite à n converge vers 0, ça veut dire que la suite des sommes partielles, la série converge, ça veut dire que la suite des sommes partielles est convergente. Le problème, c'est que savoir que la suite des sommes partielles est convergente ne nous permet pas de faire des comparaisons à n, puisque la suite est décroissante, suffisamment bonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce que j'appelle une tranche de Cauchy, c'est-à-dire je vais prendre une partie de la suite des sommes partielles à partir d'un certain rang. C'est-à-dire je vais considérer ces termes-là. Alors ces termes-là, ça correspond à grand A de n moins grand AN, où j'ai noté évidemment grand A, la suite des sommes partielles d'ordre n de ma série. Donc imaginez que ma suite des sommes partielles ce soit ça. Et bien ce terme-là, c'est juste ce que j'appelle une tranche de Cauchy, c'est-à-dire un morceau de la suite des sommes partielles, pris à partir du l'indice n plus 1 jusqu'à l'indice 2n. Et comme la suite est décroissante, je vais pouvoir faire des estimations, des encadrements de ce terme-là qui vont me permettre justement de contrôler la nature de la suite à n. Alors, effectivement, comme la suite est décroissante, je vais récupérer des inégalités intéressantes. Donc comme la suite AN est décroissante, le plus petit terme, c'est lui. Donc ce terme-là va être évidemment supérieur ou égal à A2n plus etc. plus A2n. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste remplacé tous les termes par A2n. Alors pour avoir le nombre de termes que je majore, il suffit de compter le nombre de termes que j'ai ici. Regardez là, j'ai l'endroit où je compte. AN plus 1, AN plus 2, AN plus n. Ici, on a n termes, ici, on aura n termes. Donc si je réécris cette inégalité-là, je vais récupérer que n A2n est donc majoré par A2n moins AN. Si je multiplie le résultat par 2, je vais récupérer que 2n A2n est majoré par 2A2n moins AN. Or, comme la série est supposée comme étant un terme positif, j'obtiens que ce terme est également positif. On a déjà récupéré une information importante. Effectivement, je sais que la série est convergente, donc je sais que la suite des sommes partielles à n va tendre vers une limite réelle, finie. Donc, la sous-suite A2n, comme c'est la sous-suite d'une suite convergente, elle va tendre aussi vers la même limite. Ce qui permet de dire que A2n moins AN tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Moralité, la suite qui est à droite ici tend vers 0, la suite qui est à gauche tend vers 0. On vient donc d'établir que par théorème d'encadrement, cette suite-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est le théorème d'encadrement. Donc on a déjà récupéré une information très intéressante, c'est que la sous-suite des termes de rang pair converge vers 0. Alors, on va dire, c'est pas suffisant pour établir que cette suite converge vers 0. Non, c'est pas suffisant. Mais néanmoins, le cours nous dit que si on récupère la même information sur la sous-suite des termes de rang impair, on a gagné. Je vais utiliser exactement la même idée. La même idée vendue exactement de la même façon. Je vais reconsidérer ma tranche de Cauchy, c'est ce terme-là. Et ce terme-là, vous avez noté qu'on avait montré qu'il était minoré par n multiplié par A2n. Mais je sais que la suite est décroissante, donc je peux dire que A2n plus 1 est évidemment inférieur ou égal à A2n. Ce qui veut donc dire que je peux continuer à minorer. Le terme qui est là, multiplié par n, il est bien plus grand que le terme qui est là, multiplié par n. Donc comme la suite AN est décroissante, je vais obtenir la même minoration qu'au-dessus, simplement en disant que le terme qui est là, il est bien plus petit que le terme qui est là. Donc je vais récupérer que 2A2n plus 1 est majoré par ma tranche de Cauchy, A2n moins AN. Si je multiplie le résultat par 2, je suis presque à ma comparaison. Il me manque juste le facteur 2n plus 1 ici. Mais pour avoir le facteur 2n plus 1, il suffit que j'ajoute à chaque membre A2n plus 1. Donc là, j'obtiens, en reprenant littéralement la majoration que j'ai faite adaptée, j'obtiens donc un terme qui ici est positif et qui est majoré par cette suite. Or, j'affirme que comme ici, la suite qui majore converge vers 0.
Déjà, le fait que cette suite converge vers 0, ça, c'est le même raisonnement. Puisqu'on a démontré que cette suite tend vers 0 multipliée par 2, elle tend vers 0. Si j'arrive à démontrer que A2n plus 1 tend vers 0, on a gagné. Mais j'ai en hypothèse que la série de termes général AN est une série qui est convergente. Donc, la condition nécessaire de convergence permet de dire que la suite AN, elle converge vers 0. Donc, toutes ces sous-suites convergent et convergent vers la même limite. En particulier, la sous-suite A2n plus 1. C'est une sous-suite qui converge vers 0. Donc cette suite converge vers 0, cette suite converge vers 0, la suite qui majore ce terme-là converge vers 0. Comme cette suite est positive, elle est minorée par une suite qui converge vers 0, qu'est-ce qu'on vient de démontrer toujours par théorème d'encadrement, une deuxième fois? On vient de démontrer que 2n plus 1 à 2n plus 1 est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Bilan. On vient de démontrer que pour la suite qui est là, la sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair convergent vers la même limite et cette limite est nulle. On a vu un théorème en début d'année sur les suites qui nous permet de dire que sous cette condition-là, la suite n à n converge vers 0. On vient donc bien de prouver que AN est négligeable devant 1 sur n. On a donc bien démontré que quand la série est convergente, si son terme général est décroissant, alors on peut récupérer une information plus précise sur AN qui sera bien négligeable devant 1 sur n. Donc qui vient quelque part nous permettre d'obtenir une réciproque partielle à la première question lorsque le terme général décroît, ce qui nous donne une estimation plus uniforme.